Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Dans un instant, mes amis, nous prendrons la route plein sud vers La Réunion, ce beau département de nos terres australes. On peut pas faire plus au sud, à part dans les tafs, mais bon, on va pas y aller tous les jours. Je vais vous le dire 10 fois, Morgane, elle est réunionnaise. Oui, donc là, elle me surveille d'un œil, d'un air de dire, il n'y a pas intérêt à dire des bêtises. Hein. Mais je vais faire attention, je me retiens, Morgane. Mais pour l'instant, on va se poser notre question d'été, comme tous les jours. Alors, elle fait suite aux mesures gouvernementales pour la sobriété énergétique qui ont été prises là, il y a quelques jours. Et on se demande si ça convient, enfin, si les boucs émissaires sont pas un peu les commerçants aujourd'hui, à qui on demande de prendre des mesures, peut-être à la place de tous les usagers. On va le savoir avec ce matin nos invités. Et nous recevons en studio Ronan Dantec, qui est le sénateur écologique de Loire-Atlantique. Bonjour, monsieur le sénateur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va notamment commencer cette question avec vous. On pose la question également aux tweetos et aux auditeurs. Aux internautes. La question relève du client en fait et du citoyen. Êtes-vous prêt à renoncer à votre confort pour économiser de l'électricité? Oui, ça c'est une question qui n'est pas simple, mais qui sous-tend évidemment toute cette sobriété énergétique. Alors, monsieur le sénateur, lorsqu'on réfléchit à notre façon de vivre, on se dit qu'il y a beaucoup de gâchis. Il est vrai. Ce ralentissement qui est sous-jacent, enfin en tout cas qui est sous-entendu dans la mesure de sobriété énergétique, pour vous, est-ce qu'elle va assez loin dans les mesures du gouvernement ? Absolument pas. Vous avez parlé de bouc émissaire pour les commerçants, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, toute cette publicité, c'est le cas de le dire, autour des enseignes lumineuses, c'est un epsilon en termes de consommation énergétique en France. Je serai cet après-midi évidemment au Sénat, puisque nous allons examiner le projet de loi pouvoir d'achat. Il n'y a rien, strictement rien, sur la rénovation énergétique des logements. Le chauffage, là, c'est un gros point. C'est les 2/3 du budget des ménages. Les 2/3 du budget énergétique des ménages, c'est le chauffage. Énormément de ménages, des millions de Français vivent dans des passoires énergétiques. Si on veut vraiment agir sur leur pouvoir d'achat, on les aide à rénover. Or, aujourd'hui, il n'y a pas ces aides, notamment pour les classes moyennes. Donc, les résultats de MaPrimeRénov' sont extrêmement mauvais. On a juste fait beaucoup de poêles à bois. Et les granulés ont augmenté encore plus que le fioul. Donc on est vraiment sur des mesures cosmétiques qui ne touchent pas le cœur du sujet, même si je pense quand même que, je vous entendais parler de ces publicités lumineuses, je crois que les Français ne sont plus prêts à voir des grands panneaux 4x3 éclairer la journée en se disant mais ça sert à rien, sert à rien. Donc il y a quand même, je pense, un regard qui a changé. Et honnêtement, éteindre les enseignes lumineuses des centres commerciaux la nuit, ça permettra de mieux voir les étoiles et ça ne sert à rien. Donc c'est des mesures de bon sens, mais qui n'agissent pas en termes quantitatifs, alors qu'on ne sait pas comment on passe l'hiver. On va y venir. Alors l'année dernière, j'avais posé la question à Éric Piolle, qui m'avait dit quelque chose assez juste, m'a dit les mesures à prendre sont gouvernementales et même à l'échelon de la planète, et au fond notre input personnel, d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, couper l'eau quand on se lave les dents, ça ne sert pas à grand chose sur le plan énergétique. En revanche, ça montre la bonne volonté et l'esprit de vouloir participer à cette sobriété. Oui, mais enfin, si vous coupez l'eau quand vous vous lavez les dents et que vous achetez un 4x4, vous avez tout faux quand même. Hein. Donc je pense que quand on voit les chiffres de vente des 4x4 aujourd'hui, on voit bien que les Français sont un peu schizophrènes et qu'ils sont loin quand même, de manière globale, d'avoir intégré tous les enjeux. Mais après, il y a la vente des voitures, des véhicules électriques qui fait un bond tout de même. Qui est en grand progrès, donc ça c'est très positif. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis sénateur, je suis toujours surpris par l'absence de cohérence des politiques publiques proposées par l'État sur ces sujets. Oh, mais c'est la réelle politique. Non, on s'adapte à la situation et à la volonté du peuple. Je crois qu'il y a un manque de stratégie globale. Moi, j'attends beaucoup de la prochaine loi d'orientation énergie-climat qui sera discutée au Parlement l'année prochaine, qui sera un peu le moment de vérité. Mais la France s'est endormie vraiment. Il n'y a plus de stratégie nationale. On le voit là, puisque finalement, on s'est dit on a des centrales nucléaires, on va passer des décennies, des siècles comme ça, sauf qu'elles tombent toutes en panne en même temps. Et qu'aujourd'hui, l'électricité française qui se négocie pour le pic de l'hiver se négocie 3 fois plus cher que l'électricité allemande, à des prix totalement incroyables. 1 500 € le mégawattheure, ça ne vous parle pas, mais le coût de production
d'un mégawattheure photovoltaïque, c'est 40 euros. Il y a 1400 euros de différence qui seront payés par les contribuables et l'État français. On est dans le n'importe quoi. D'autant qu'il y a un chiffre qui faisait frémir les Français, parce c'était la journée du dépassement hier, et on a appris que cette journée du dépassement mondial, pour les Français, c'était le 5 mai. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que les Français, qui consomment donc beaucoup plus d'énergie que la moyenne mondiale. Évidemment. Et on est en retard aujourd'hui. On ne baisse pas nos émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité depuis des décennies. Si on compare avec de très grandes puissances industrielles mondiales, le Portugal par exemple, Portugal aujourd'hui il est à 100% d'énergie renouvelable en production et il nous vend son électricité. C'est le Portugal qui va permettre à la France de passer l'hiver. Alors que la France, base de quoi? À base d'éoliennes? À base d'éoliennes et de photovoltaïque, à des prix incroyables. 35 euros le mégawattheure en photovoltaïque en production. Le nucléaire français, c'est l'EPR, c'est 140, 150 euros. Oui, mais à contrario, est-ce qu'il n'a pas un peu détruit son littoral avec autant d'éoliennes face à l'Atlantique? Alors là, on parlait de photovoltaïque en plus. Donc mais bon, photovoltaïque. Il y a des mesures structurelles, on vous entend bien, mais il y a aussi des mesures du quotidien. C'est d'ailleurs le titre un peu des mesures que votre groupe écologiste au Sénat a déclaré hier. Inscrire la sobriété énergétique dans notre quotidien, une dizaine de mesures. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes pour qu'on se plonge dans votre Les principales, politique. C'est la rénovation des logements. On vit dans des passoires thermiques. Et ça ne change pas la vie des gens. Moi, je suis un écologiste pas très radical. C'est-à-dire même certains discours écologistes où il faut tout changer. Je me dis, le Français qui entend ça, on lui fait peur. Si on rénove les logements, on ne change pas la vie des gens, mais on change leur facture énergétique, on change leur impact négatif sur la planète. Simplement, les dispositifs d'État, les dispositifs des collectivités pour les accompagner, les dispositifs des banques. Vous êtes une classe moyenne, vous voulez rénover votre logement parce que vous vous sentez justement solidaire de la planète. Vous allez voir votre banque. Si vous êtes déjà à 35% d'endettement parce que vous avez acheté votre maison, la banque vous prêtera pas l'argent pour rénover. Donc ça veut dire techniquement, par exemple, il faut enlever du calcul d'endettement des ménages l'effort qu'ils vont faire d'emprunt pour une rénovation sur lesquels ils se retrouveront sur leur facture. Ça, c'est des mesures très techniques, très simples. Et qu'on ne prend pas. Mais pour autant, est-ce que ça suffira à économiser? Parce qu'on a entendu évidemment dès le début de la guerre en Ukraine qu'il faudrait sans doute baisser nos chauffages autour de 18 degrés, 19 degrés au lieu des 20, 21, voire 22 dans certains logements. Est-ce que le simple fait d'isoler nos logements va suffire à faire baisser beaucoup la facture? Le chauffage, c'est 2/3 de la consommation des Français. Donc les grandes masses de consommation énergétique sont là. Simplement, il faut un certain temps, il faut organiser des filières économiques. Donc je ne suis pas en train de vous dire on va tout innover, tout rénover entre le mois d'août et le mois de décembre. Ça veut dire qu'on commence par baisser le chauffage et ensuite on rénove. On est certainement obligé aujourd'hui effectivement de baisser le chauffage. Enfin, la situation, à partir du moment où il fera chaud. La situation est effectivement grave. On ne sait pas comment passe l'hiver. On a 30 tranches nucléaires sur 58 qui sont à l'arrêt. En maintenance, oui. Elles ne sont pas simplement en maintenance. Elles ne marchent plus. Il y a de la corrosion. Mais ça fait des décennies que les écologistes, qui sont des gens très lucides, disent mais attendez, tout notre système de production électrique est sur une seule bécane. Le PWR de Westinghouse des années 70. Et nous on disait mais alors si jamais il y a un défaut, on va plus en avoir du tout d'un coup. Et évidemment, il y avait plein de gens pour nous dire qu'on était des abrutis et des catastrophistes, sauf que c'est ce qui est en train de se passer et qu'on cherche partout en Europe de l'électricité qu'on achète à des prix absolument hallucinants. Pour autant, en plus, il n'y a plus le gaz russe. La centrale nucléaire, parce que c'est un sujet clivant. On sait que ça a été un peu un emblème de l'écologie de lutter contre les centrales nucléaires. Pour autant, c'est une énergie, si elle est bien menée, qui reste propre parce qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre. On a des centrales qui ne marchent plus et un EPR qui ne marche toujours pas. Et on vient de trouver une nouvelle panne systémique sur l'EPR. Pendant ce temps-là, je parlais du Portugal, mais on peut parler de l'Espagne, on peut parler de l'Angleterre, de l'Écosse. Tous les pays européens, depuis 20 ans, investissent massivement sur les énergies renouvelables, sur l'éolien offshore, sur le photovoltaïque et vont produire dans les prochaines années une électricité 5 fois moins chère que l'électricité française. Donc c'est un déclin français, le nucléaire. Et tous ceux qui ont soutenu bec et ongle le nucléaire ont marginalisé l'économie française. C'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui. Alors on peut se poser la question quand on vous entend, si on entend que la facture énergétique était à 2/3 supportée par les ménages, enfin les logements mal isolés, on peut se demander effectivement avec
avec Xavier Douay qui est avec nous en ligne, le président de CPME Commerce. Pourquoi les commerçants sont-ils tellement pointés du doigt, n'est-ce pas, Xavier Douay? Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Ce qui est important de dire en préambule quand même, c'est que la CPME et ses 243 000 adhérents, évidemment, soutiennent la volonté du gouvernement de mettre en place ces actions de sobriété énergétique pour la bonne et simple raison que nous sommes nous-mêmes des consommateurs d'énergie et que nous avons des comptes d'exploitation à équilibrer. Et donc, bien évidemment, on soutient ça. Mais vous me parlez particulièrement des commerçants. Je veux dire ici qu'il y a quand même un ressenti chez nos adhérents commerçants qui est une forme de stigmatisation de notre activité. On a un petit peu de mal à comprendre pourquoi le commerce est toujours au centre d'apparemment de ce qu'il ne faudrait pas faire. Ça a commencé par les terrasses chauffées, on parle des enseignes lumineuses, on parle des portes ouvertes avec la climatisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en capacité, bien évidemment, de s'adapter, de faire en sorte, c'était un problème qu'on ne connaissait pas l'année dernière, nous, l'année dernière, on nous expliquait que pour avoir du chaland et travailler, faire du chiffre d'affaires, je rappelle qu'on a eu les gilets jaunes, le Covid, eh bien, il fallait avoir les portes ouvertes. Alors aujourd'hui, on nous stigmatise en disant portes ouvertes, climatisation. On entend. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il faut nous laisser le temps de pouvoir nous adapter à ces nouvelles mesures. On fait déjà beaucoup de choses. On a changé nos éclairages traditionnels, on les a passés en LED, etc. Je ne vais pas vous faire ici toute la liste de ce qu'on a déjà mis en place. Écoutez Xavier Douay, on va se quitter une minute. On va se parler effectivement de l'impact sur les commerces. Vous aurez la réponse du sénateur Dantec avec nous en studio. Parce que effectivement, je comprends que votre problème ça grince, mais enfin, c'est quand même des mesures de bon sens qui sont simplement des coups de projecteur sur notre gâchis énergétique. On y revient dans une minute. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Avant de partir pour la Réunion en compagnie de Morgane, son petit pays, la chérie, elle attend, elle rue dans les brancards. Morgane, on a posé la question sur Twitter à nos auditeurs. La question d'été. La question d'été du jour, hein. Oui, la question d'été porte sur le plan de sobriété énergétique et on vous a posé la question à vous, à nous, citoyens. Seriez-vous prêts à renoncer à votre confort au moins un petit peu pour économiser l'électricité? Au moins un petit peu, ça, c'est pas dans la question. Au moins un petit peu et pas dans la question. Non, mais je précise. Eh bien, c'est non à 80%. Je vais lire certains commentaires pour qu'on comprenne mieux. On en fait déjà assez. C'est ce qui ressort de la plupart des commentaires. Il y en a marre de se priver, surtout pendant que d'autres se gavent. On fait déjà des efforts chez nous, ampoules basse consommation, plaques à induction, et ça coûte d'investir. Et vu le coût futur de l'électricité, nous dit Pondy, il sera nécessaire de faire un choix sur notre petit confort. Le sénateur Dantec est tout à fait d'accord. Vous pouvez donner votre avis au 0826 300 300, bien entendu, au standard. On se pose ces questions parce que, au fond, le bon sens dicte un comportement de plus en plus vertueux en matière d'écologie. L'écologie, elle rentre dans nos vies quotidiennes, c'est là qu'il y a un problème. Tant que ce sont des mesures générales qui touchent l'industrie, qui touchent la production, etc. Mais dans nos vies, on n'a pas envie d'être impacté, monsieur le sénateur. On n'a pas envie de... En fait, c'est pas... J'écoutais le représentant des commerçants. Alors déjà, laissez-moi le temps de m'adapter à fermer ma porte. À mon avis, il faut 10 secondes pour fermer la porte. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses de bon sens aujourd'hui. Et je pense que si on a des commerçants demain qui avec une forte climatisation à la porte ouverte, ils vont d'abord se faire beaucoup engueuler par leurs clients. Mais Xavier Douay, excusez-moi, attendez, je demande une réponse. Je demande une réponse quand même, Xavier Douay. Il est vrai que les centres commerciaux, par exemple, qui ont été un refuge pour les personnes en temps de canicule, on peut comprendre qu'on laisse pas la porte ouverte quand il y a la clim à l'intérieur. Ça devrait pas être trop compliqué, ça. Monsieur le sénateur, je pense que vous avez fait semblant de ne pas me comprendre. Bien évidemment qu'il faut 10 secondes pour fermer la porte. C'était pas là mon propos. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut laisser le temps aux commerçants de s'adapter à une nouvelle pratique, la porte ouverte étant quelque chose d'important pour notre business. Je vous donne juste un exemple de quelque chose qui, quand il n'est pas fait dans la concertation et la précipitation, peut poser un problème. La non-impression des tickets de caisse. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de mobiliser nos éditeurs pour ne pas pouvoir imprimer le ticket de caisse à la demande du client. Qu'est-ce qui peut se passer demain? On va poser la question au client. Le client ne va pas vouloir le ticket de caisse et le ticket de caisse va derrière s'imprimer. On le prendra, on le mettra à la poubelle. Est-ce que ça, c'est intelligent
comme réforme. Xavier Doué, on ira un peu plus en détail dans votre propos. Mais vous parliez de précipitation. J'aimerais faire intervenir Anne-Marie Ducroux, qui est également avec nous. Bonjour Madame Ducroux. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Vous êtes intervenu notamment sur cette interdiction de publicité lumineuse la nuit des enseignes lumineuses. Et vous avez souligné dans vos dernières actualités que ce décret existe depuis 2012. Oui, je voudrais avoir quand même un petit temps de parole pour répondre à tout ce qui a été évoqué de manière un peu en vrac. D'abord, pour dire que nous découvrons cette annonce sans information, sans concertation, et visiblement les journalistes aussi, puisqu'ils nous ont tous appelés pour essayer de comprendre de quoi on parlait ou ce qu'on disait. Donc, il s'agit d'une annonce politique, toujours à la recherche d'annonces faciles à mener et à exprimer, qui engagerait autrui sans engager de manière considérable le gouvernement. Mais il faut quand même souligner aussi qu'on parle de mesures qui parlent aux citoyens, parce qu'en fait, les citoyens, il faut quand même être très clair, ils supportent de moins en moins des situations anormales et de gaspillage qui se déroulent devant eux, et nous recevons des mails tous les jours sur ce sujet, d'autant plus qu'on leur demande de faire attention, comme vous le rappeliez. Donc, mais quel est le travail de votre association, vous ? Pourquoi souhaitez moins de pollution lumineuse ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tous les enjeux de la pollution lumineuse. Vous pouvez me faire un petit résumé. En revanche, si vous me laissez la parole, je voudrais dire que se préoccuper de l'éclairage, eh bien, c'est très important parce que c'est quand même 2 milliards de budget, l'éclairage seulement public en France. Donc oui, il y a des raisons de s'en occuper quand on est en ressources publiques limitées et en consommation énergétique à surveiller. Je voudrais vous rappeler, c'est ce que nous disons, qu'il y a plus 94% de lumière artificielle émise la nuit depuis seulement 20 ans, donc on est au-delà des limites. Et donc l'objectif notamment des textes, et je vais revenir sur le fait que le texte existe déjà, c'est justement de se fixer des limites, et quand on parle de limites, c'est juste des limites de bon sens. Mais vous faites une distinction avec votre association entre l'éclairage public, qui peut être utile, notamment pour la sécurité des centres urbains la nuit, et l'éclairage inutile, selon en tout cas votre acception, qui est la publicité nocturne. Non, ce qu'on fait comme distinction, c'est exactement celle que Ronan Dantec essayait de faire dans un autre domaine sur la consommation énergétique, c'est qu'il y a des proportions à respecter si on veut être un peu logique. Et moi, je passe mon temps à rappeler aux journalistes qui nous parlent sans arrêt du commercial, des bureaux non occupés et des tours de la Défense. Premièrement, que les tours de la Défense, c'est pas toute la France, et que les commerçants, c'est une source lumineuse qui concourt à toute la pollution lumineuse. Mais si on veut être logique et hiérarchiser un petit peu les éléments, il faut bien rappeler que l'éclairage public est la première source de pollution lumineuse. Le réverbère est l'ennemi, alors. Donc nous ne disons pas qu'il y en a un qui est utile et l'autre qui est inutile, c'est pas exactement ça. Nous disons que toutes les sources lumineuses concourent et donc tout le monde doit participer, mais qu'on doit hiérarchiser un peu la quantité émise par chacune des sources. Monsieur le sénateur, vous êtes d'accord avec ça Complètement. Dans l'agglomération nantaise, par exemple, que vous connaissez bien, est-ce que vous pensez qu'il y a du gâchis il y a de vrais efforts aujourd'hui. Je connais bien les communes aussi du Sud Finistère, à Pinmar par exemple. Maintenant, on éteint la nuit à partir de minuit et ça se passe très très bien. Mais Anne-Marie Ducroux a complètement raison de dire que la difficulté sur tous ces débats, c'est qu'on ne hiérarchise rien. Là, on est en train de parler de la porte fermée ou ouverte sur la climatisation, mais sur le commerce, et là je crois que je vais répondre aux préoccupations du représentant de la Fédération des commerçants, je dépose cet après-midi un amendement pour justement remettre une disposition de l'État qui était d'accompagner financièrement la rénovation des bureaux et des commerces pour les TPE et les PME. Parce que là, il faut une aide. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de commerces qui sont des passoires énergétiques. Et que là, il faut que l'État accompagne. Et que, comme je le disais tout à l'heure, pour les PME, les TPE, c'est pareil. Vous allez voir votre banque. Vous avez déjà un taux d'endettement important. Vous n'aurez pas l'argent pour engager les vraies rénovations thermiques qui, elles, auront un impact
quantitatif. Donc nous aussi, et le groupe écologiste est très sensible à ça, on est prêt à aider financièrement, à demander à l'État, je suis parlementaire, faire des propositions d'amendement, des propositions de loi pour aider les commerçants à rénover leur stock aujourd'hui de bâtiments qui sont souvent des passoires. Xavier Douet, président de la CPME Commerce, vous êtes en fait assez d'accord avec ça, ce que disent à la fois le sénateur Dantec et Anne-Marie Ducroux, c'est que c'est une mesure gouvernementale extrêmement visible qui stigmatise les commerçants, qui est un peu la face émergée de l'iceberg, parce que la vraie dépense énergétique, elle n'est pas là. Je n'essaye pas d'opposer, je dis simplement attention. On n'oppose pas, on est d'accord. Voilà, je dis simplement attention à la stigmatisation. On a pléthore de réglementations, etc. Il faut dire que là, l'exécutif est assez prolixe pour nous faire de la réglementation à foison. Donc, il y en a beaucoup. Il faut donc mettre en place des bonnes pratiques. Il faut déjà un petit peu analyser tout ce qui est mis en place pour voir si ça fonctionne. Mais il faut faire des guides de bonnes pratiques. Il faut accompagner les entreprises. Et je salue l'initiative du sénateur qui vise à proposer un accompagnement financier pour les TPE et PME. C'est ça que je dis. On n'est pas du tout contre, pas de stigmatisation. Par contre, il faut être accompagné parce qu'il faut simplement un petit peu de temps. Voilà, simplement ne pas stigmatiser. On est bien conscient qu'aujourd'hui, il y a des changements qui doivent s'opérer. Il faut être accompagné pour qu'on puisse les mettre en place dans les TPE, les PME, ce qui n'est pas forcément le cas dans les grands. S'il vous plaît. Attendez, excusez-moi, monsieur le sénateur, si je comprends bien, c'est ce que disait aussi Anne-Marie Ducroux, c'est qu'au fond, ce sont des mesures qui sont prises parce qu'on n'ose pas prendre des mesures contre les Français, enfin en tout cas contre le confort de vie des Français, qu'il est plus facile d'aller vers des secteurs professionnels. Non. Ce qu'on n'ose pas faire, c'est mettre l'argent nécessaire sur la table. L'État a d'abord des contraintes budgétaires, ça... Bruno Le Maire le dit beaucoup, mais du coup, on ne fait pas les efforts, alors que les investissements qu'on fait sur l'efficacité énergétique, c'est la qualité, la robustesse de l'économie de la société française. Donc de l'investissement. Donc c'est de l'investissement, donc des nouveaux systèmes d'ingénierie, des tiers financements. La critique très forte qu'on a faite, notamment hier matin avec notre conférence de presse du groupe écologiste, c'est que l'État ne met pas l'argent sur la table et préfère effectivement faire dériver le débat sur des choses plus secondaires, qui ne sont pas inintéressantes, mais qui sont plus secondaires parce qu'il ne veut pas mettre de l'argent. Et simplement, sur cette question, pour finir sur ce dossier de porte fermée, porte ouverte, un lieu qui accueille du public est aussi un lieu pédagogique. Et je pense que le commerçant a aussi une fonction pédagogique. Donc, effectivement, on ne peut pas laisser les portes ouvertes. Et je crois que c'est cette fonction pédagogique-là qu'il faut que les commerçants et les lieux qui accueillent le public assument aussi. Mais ça vaut pour les collectivités. Si la mairie est climatisée et laisse la porte ouverte, on va se faire engueuler aussi, et avec raison. Mais c'est surtout la priorité budgétaire, financière à la rénovation du bâti privé comme public en France, où le gouvernement n'a pas mis les propositions sur la table. La réaction d'Anne-Marie Ducroux en 2 mots pour conclure. Désolée de pas... Oui, qu'est-ce que vous attendez comme mesure, Madame Ducroux, parce que je n'ai pas du tout eu autant la parole que vos autres invités. J'en suis désolée. J'ai 2 choses à dire déjà. C'est que quand j'entends dire qu'il nous faut du temps, et ça on l'entend en permanence, je suis désolée, non, nous n'avons plus le temps. Le texte et l'interdiction de 1h à 6h du matin, ce qui n'est déjà pas exceptionnellement ambitieux, existe depuis 10 ans. Je voudrais rappeler que pour changer une horloge, c'est-à-dire une programmation horaire, c'est une petite horloge, tout le monde peut le faire en moins d'une année. Et on a mis 10 ans pour mettre en place la chose, on ne la contrôle pas et elle n'est qu'à moitié appliquée ou pas du tout appliquée. Donc non, nous n'avons pas besoin de temps, nous n'en sommes plus à la pédagogie, plus à la formation. Il faut agir. Le temps de l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie Ducroux et merci à malheureusement, nos nous aussi, on manque de temps. J'en suis désolé. Merci à nos invités qui sont venus apporter cet éclairage sur le plan sobriété énergétique qui va tous nous toucher, et je l'espère, et nous impacter différemment, Morgane. Les Français n'ont pas bougé sur la vie de moins de confort pour l'instant. Non. Sur les réseaux, toujours pas. Mais la rénovation, c'est plus de confort. Et moins de climatisation, c'est moins de rhume. Donc, à condition d'être aidé financièrement. Ce sera le mot de la fin. Merci Xavier Douet qui était avec nous, présidente de la CPME Commerce, et merci à Anne-Marie Ducroux, porte-parole de la NCPEN. Et merci à vous, monsieur le sénateur. Merci. Et on pourra continuer à aller dans nos commerces se rafraîchir en temps de canicule parce qu'il fera encore plus frais quand les portes sont fermées. On n'est pas obligé d'avoir une climatisation à 17. C'est très mauvais pour la santé. C'est vrai. Et puis ça ne fait pas plus frais en plus. Merci. Allez, on se retrouve. On va partir du côté de la Réunion. On prend un vol super économique.
puisque c'est par la voie des ondes.